Hello, hello, bonjour tout le monde. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour le deuxième atelier, donc les super pouvoirs des écosystèmes, de la nature et comment nous aussi, on pourrait bien finalement contribuer à préserver les pouvoirs, à préserver la puissance des écosystèmes et à augmenter l'ensemble des services rendus par la nature. Aujourd'hui, bien déjà, je vais vous parler de chiffres et de chiffres que vous ne trouverez pas notamment sur Google, parce que ce sont les chiffres euh, sur lesquels nous travaillons dans certaines missions et qui aujourd'hui vont définir les prochaines stratégies de préservation des écosystèmes et de la nature. Et ensuite, je vais aborder avec vous la question que je me suis posée pendant longtemps. Pourquoi, malgré toutes nos connaissances, pourquoi, malgré tout ce que nous savons de la nature, pourquoi, malgré toutes ces données, nous continuons à creuser notre facture écologique? Parce que, croyez-moi, on continue à creuser. 2022-2023, les chiffres écologiques ne sont pas bons. J'en ai parlé hier. Pourquoi? Malgré le fait que nous aimons la nature, je suis sûre que si je vous demandais « Est-ce que vous aimez la nature ?» il n'y en a pas un qui va me dire non. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur de la nature. Beaucoup ont peur de la nature parce qu'ils ne la connaissent pas vraiment aussi. Mais nous aimons la nature, nous aimons aller nous balader, nous aimons aller à la plage, nous aimons aller à la montagne. Et depuis 2020, on a profondément pris conscience qu'on avait besoin de cette nature. 2020 a été une année extraordinaire en termes d'exode de gens. Par exemple, plus de 2 millions de personnes ont quitté New York après la Covid pour aller s'installer justement à la campagne. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont découvert aussi les joies de la campagne. 2022 a été une année cruciale en termes de conflits d'urbains et de ruraux. Donc, parce que quand on s'installe à la campagne, ce n'est pas que la verdure. Quand on est à côté d'une ferme, oui, il y a aussi des mulots, il y a aussi des rats, il y a des poules, il y a des odeurs auxquelles on n'est pas habitué. Et donc, tout ça, ça a créé plein de conflits avec des urbains qui venaient. Et pour eux, la nature, c'était juste le grand air. Et surtout, il fallait pas qu'ils aient tous ces désagréments, alors que ce ne sont pas des désagréments. Ce sont juste la nature qui vit et qui vibre. Je le vois là où j'habite. Dès que les herbes ont commencé à pousser au printemps, voilà, les voisins ont fait venir des jardiniers pour tout couper. Et j'ai dit non, ne coupez surtout pas. Ça, c'est la nourriture des abeilles, c'est la nourriture pour toute la microfaune qui va naître là et qui va avoir besoin du nectar, du pollen, etc. D'accord? En fait, ça commence aussi par des petites choses comme ça. Je suis ravie de vous retrouver. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, je vous rappelle les règles du jeu de ces workshops. Prenez de quoi noter. Aujourd'hui, vous allez vraiment découvrir et apprendre des choses nouvelles. Sachez que ces workshops, vous les retrouvez uniquement dans 2 espaces, dans le groupe Éco-entrepreneur 5.0 et ce, uniquement jusqu'à la fin de la semaine prochaine et par replay, d'accord, si vous êtes inscrit au workshop, vous recevrez donc les replays de ces ateliers. Alors, dites-moi donc qui vous êtes dans le chat, de quelle partie vous vous connectez, quel est l'intérêt pour vous pour ce sujet, qu'est-ce que vous a apporté le workshop d'hier? Donc, je vous rappelle brièvement, hier, on a essentiellement parlé de vision, de scénario et de comment construire en fait ces scénarios et comment comprendre comment ces scénarios s'inscrivent aussi dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous finalement.
nous avons aussi vu les 3 outils simples que vous pouvez utiliser pour commencer à construire vos scénarios. Je vous invite à prendre de quoi noter aujourd'hui. Et donc, dites-moi dans le chat, avant que je passe en partage d'écran, parce que je ne verrai plus ce que vous allez me partager. Dites-moi dans le chat. Alors, je vois que Stéphanie est toujours là. Bravo Stéphanie, donc de Nice. Alors, il y a une autre personne qui dit bonjour, mais si vous ne mettez pas le prénom, ben, j'ai toujours juste Facebook user, donc je ne peux pas savoir qui. En tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Mais dites-moi, pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que représente vraiment la nature pour vous? Allez-y, dites-moi dans le chat. Qu'est-ce que représente vraiment la nature pour vous? Bonjour, je vois un smiley. Alors, qu'est-ce que représente vraiment la nature pour vous? Véronique de Ponce, Lille. Bonjour Véronique, sois la bienvenue. Pourquoi vous voulez avoir un projet avec la nature? Pourquoi vous voulez créer une entreprise qui sert la nature? Pourquoi avez-vous vraiment envie de contribuer? Parce que, croyez-moi les amis, cela demande une grande remise en question. Et cela demande des choix et des engagements forts aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, il faut être sacrément bien ancré, mais aussi avoir la tête dans les étoiles. J'aime cette image du palmier, parce que le palmier, pour faire ce super fruit que nous aimons et que nous adorons, qui est la date, bien, il doit aller chercher l'eau très profonde dans la nappe phréatique, et en même temps, il doit avoir un haut pied le plus proche du soleil pour donner cette magnifique date. Et je connais bien l'histoire du palmier, parce que c'est l'un des sujets sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, la régénération des oasis. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'attitude, c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher. Et ce n'est pas toujours facile d'aller puiser dans ses ressources et dans ses racines quand on vit dans une société comme celle que nous traversons actuellement. Et ce n'est pas toujours facile bien, de pouvoir permettre à la vision que l'on a de se déployer au niveau auquel on aspire vraiment. Alors, un espace d'oxygénation, de découverte, de lieu où l'on se reconnecte à l'essentiel. Ok, super, merci. Bonjour à tous, ici Henri. Bonjour Henri de l'île de la Réunion. Henri qui suit aussi la formation Éco-entrepreneur 5.0. Alors, vous êtes prêts à découvrir ce que je vais vous partager aujourd'hui? Avez-vous de quoi noter? Je vais passer en partage d'écran. La nature est essentielle à ma vie, elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Eh bien, merci Stéphanie, parce que sur cette bonne parole, ça va introduire exactement ce que je vais vous partager dans ce nouvel atelier. Mais vous allez aussi découvrir des chiffres faramineux que vous n'imaginez pas de ce que la nature nous rend comme service et de ce que nous ponctionnons sans jamais lui rendre en tout cas l'appareil, ou très très peu. D'accord? Donc voilà, on a aussi quantifié ce que nous rendions à la nature, juste pour prendre conscience de la proportion et donc de pourquoi les choses vont mal malgré tout ce que nous essayons de faire. Alors, je crois que c'est ça, partager l'écran, tout l'écran, hop, hop, hop. Donc, nous continuons donc sur les super pouvoirs de la nature, justement. C'est quoi l'écologie évolutive et vivante? Eh bien, l'écologie évolutive et vivante, eh bien, c'est vraiment les principes de l'écologie systémique, d'accord? Et les principes de l'écologie systémique vont beaucoup plus loin que l'écologie fondamentale. Dans l'écologie fondamentale, eh bien, comme on a défini, d'accord, que les capacités des écosystèmes étaient finies, on a mis en place
et ça c'est vraiment un point très important à comprendre, on a mis en place des actions et des stratégies qui ont fait que, eh bien, on a ponctionné ces ressources sans jamais laisser suffisamment d'espace à la nature pour se régénérer. Et finalement, c'est faux. Au fait, l'écologie systémique est arrivée et a fait comprendre que la nature avait des capacités de s'auto-régénérer au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Intellectuellement, on le sait. Comment fait-elle ça? Quel est le bon niveau pour lui permettre de s'auto-régénérer? Comment créer des micro-écosystèmes qui, à terme, vont finir par fonctionner d'eux-mêmes et, en effet, se régénérer d'eux-mêmes? Quels sont les cycles? Les principes, en réalité, sont complètement différents. Personnellement, donc moi, j'ai commencé mes études donc à 19 ans dans un laboratoire d'écologie fondamentale. Et très vite, je voyais bien que ça ne répondait pas à ce que je voyais quand j'étais avec la nature. Je voyais les mécanismes de régénération et je me disais, ça ne correspond pas aux principes que l'on m'apprend. Et c'est ce qui a fait que j'ai changé et que j'ai été ensuite dans un laboratoire d'écologie systémique. Et là, j'ai commencé à comprendre le fonctionnement des écosystèmes, mais surtout, ça répondait aux questions que je me posais depuis l'âge de 9 ans. Donc, j'ai d'abord eu envie d'intervenir à un niveau méta, c'est-à-dire à accompagner tous ceux qui travaillent pour la nature, qui créent les lois, qui financent les grands programmes internationaux. Ça a été vraiment une volonté et surtout parce que ça me permettait non pas de travailler sur un microcosme, mais de travailler à l'échelle de destinations, de pays, voire de territoires entiers, donc sur plusieurs pays pour mettre en place toutes ces visions en fait régénératives. Et donc, c'est ce qui m'a emmené à travailler pour les plus grands bailleurs de fonds et de fait avec les États. Mais je ne faisais pas que structurer les projets et les programmes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de les mettre en œuvre. C'était la partie terrain. C'était de passer à l'action. C'était d'être dans la nature, avec les animaux, dormir dehors, vivre comme eux, vivre avec eux, comprendre comment les peuples autochtones, la relation qu'ils avaient. Ils n'avaient pas toute la connaissance, ils n'avaient pas tout le savoir, mais ils avaient une conscience qui leur permettait d'être bien plus connectés que nous et d'être bien plus en résonance avec le vivant. Et tout ça, ce sont autant de questions qui me traversaient et qui m'interpellaient d'abord en tant que scientifique. Donc, c'est-à-dire que je voulais les mettre dans une boîte, je voulais les analyser, je voulais en sortir des ratios. Et à chaque fois que j'essayais de mettre ça dans une case, la case explosait. Jusqu'au jour où je me suis dit, OK, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est qu'il y a vraiment autre chose. Et de toutes les façons, ce autre chose, il poussait d'abord en moi. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai posé mon stylo et je me suis dit, OK, je vais lâcher prise et je vais juste accepter d'être au service de quelque chose de beaucoup plus grand que moi, de contribuer à travers mon métier et juste d'être à ma place. Qu'est-ce que l'on fait? On détruit l'écosystème, on crée de la pollution. Notre rôle, c'est de nous occuper de nos déchets. Et c'est vraiment ce qu'on a fait dans ce programme qui a juste été voilà, le début et la fin d'autre chose pour moi et qui, en 7 ans, a complètement changé ma vision de mon expertise et de mon travail. Régénérer des oasis en partant d'un désert a été l'expérience la plus puissante qui puisse exister. C'est là où j'ai vraiment compris, pas seulement avec ma tête, mais avec mon corps et mon cœur, ce que le terme régénération voulait dire. Pourquoi on l'a réussi? On l'a réussi parce qu'on a travaillé tout simplement en mettant du bon sens dans ce que nous avions fait. Pourquoi on a beaucoup de mal chez nous à régénérer vraiment les écosystèmes en travaillant avec ces approches? Parce qu'on a besoin encore intellectuellement de dominer la situation en se disant « Ah, je suis en sécurité » et parce qu'on a besoin de maîtriser les processus.
Les gens sont tout le temps en train de dire, OK, si j'investis ça, qu'est-ce que j'ai à la place? Donc, on est inconsciemment toujours dans des schémas de consommation. Et bien, vous savez, quelquefois, il faut tout perdre. C'est le cas de l'histoire des oasis, où on n'a plus rien à consommer, où le seul enjeu est la survie au quotidien. C'est-à-dire, on est obligé de lâcher toutes nos certitudes, finalement. Et c'est à partir de là que quelque chose de nouveau émerge. Et cette crise, ce qui nous arrive actuellement, est en train de nous emmener vers ça, à lâcher toutes nos certitudes, à lâcher tous nos fondamentaux, à lâcher tout ce que l'on pensait être notre sécurité au quotidien, à ne pas savoir où est-ce qu'on va, à apprendre à piloter à vue. Et finalement, et si c'était la meilleure chose qui arrivait pour nous, pour justement revenir à habiter autrement cette planète. Hier, je vous ai présenté l'ensemble des projets, au fait, qui sont traités ou que j'ai accompagnés dans le cadre de la formation Éco-entrepreneur 5.0. Donc, ça va depuis voilà, l'accompagnement à trouver un nouvel équilibre avec le cheval, l'accompagnement à créer une autre dimension entre l'art et la forêt canadienne, la permaculture, la création d'écologes en forêt, l'énergie, la nature, les forêts, la promotion immobilière, la création de spas, les habitats insolites, l'agroécologie. Bref, voilà, il y a eu à peu près une quinzaine de thématiques. Mais j'ai envie de dire, dans les projets comme celui-là, ce n'est pas 15 thématiques que l'on traite. Dans un programme, c'est quelquefois plus de 150 thématiques et projets différents que l'on traite et que l'on analyse. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, à travers cette expérience que j'ai pu acquérir du terrain, j'ai un champ, d'accord, aussi bien dans l'infiniment grand, comment tout ça, ça va structurer à l'échelle de l'écosystème, mais je suis aussi capable de revenir au plus profond, qui est notre dénominateur commun à tous, la cellule. Et c'est en travaillant à ces deux niveaux que l'on peut finalement vraiment créer des projets régénératifs. C'est pour ça que ce n'est pas simple, c'est compliqué et il faut beaucoup d'humilité pour vraiment pouvoir, j'ai envie de dire, être dans ce processus de co-création avec la nature et le vivant. Mais en même temps, je trouve que c'est la plus belle école que l'on puisse avoir. Alors maintenant, revenons à c'est quoi les services écosystémiques en lien avec la biodiversité? Parce que l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est la biodiversité. C'est-à-dire que les écosystèmes, la Terre, elle existe depuis 4,5 milliards d'années. Elle s'est refaite plusieurs fois, elle continuera à se refaire. Mais dans cette période-là, la beauté de cette planète, c'est la biodiversité, c'est les forêts, c'est les océans, c'est toute la faune, c'est toute la flore. Et moi, j'aime particulièrement la faune parce que pour moi, les animaux, que ce soit nos animaux domestiques ou les animaux sauvages, ce sont nos frères et sœurs en réalité à l'échelle de cette planète. Et le double enjeu que nous avons, les amis, c'est la biodiversité et nos enfants. Qu'est-ce qu'on va laisser aux gamins qui ont aujourd'hui 10 ans, 15 ans, 3 ans, 2 ans? Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme planète? Nous avons déjà détruit 65% de la biodiversité terrestre. C'est juste énorme. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur le fil du rasoir. Il y a quelques années, on peut dire c'était un enjeu. Aujourd'hui, on a dépassé le stade de l'enjeu. Aujourd'hui, c'est juste si on ne fait rien, eh bien, nous sommes en train de vivre la 6e plus grande extinction. Et si on accepte ça, c'est OK. Après tout, plein de civilisations ont disparu avant nous. Pourquoi pas la nôtre? Mais cette civilisation a entamé quelque chose de différent. Elle a à la fois le savoir et la connaissance, et aujourd'hui, il y a une forme d'éveil qui est en train de s'ouvrir à d'autres espaces, même si dans nos sociétés encore, on a beaucoup de mal avec cela. C'est de cet équilibre. Et croyez-moi, il m'a fallu du temps pour arriver à ce que je vous partage aujourd'hui. Vous n'entendrez ce que je vous dis nulle part
ailleurs. Alors, c'est quoi la définition? Comment on définit ces services systémiques? Eh bien, on les définit, donc c'est vraiment l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, qui dit que ce sont les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes. Et il faut bien distinguer une chose. Il faut distinguer, eh bien, quelque part, ces services écosystémiques et écologiques des services juste de la fonctionnalité, d'accord, les fonctions écologiques de l'écosystème. Mais les deux sont liés, car ce sont les fonctions écologiques d'un écosystème qui vont faire que l'on va pouvoir aller chercher, d'accord, eh bien, tous ces services écosystémiques. Et là où c'est compliqué, c'est de comprendre et connaître les fonctions écologiques des écosystèmes. L'écologie reste une science, et une science complexe, et une science dont il faut quelques années de travail assidu pour comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. Donc tout le monde ne peut pas faire de l'écologie. Et si tout le monde veut faire de l'écologie sans connaître en profondeur, on commence à peine à comprendre comment fonctionnent les écosystèmes vraiment forestiers et les dimensions des écosystèmes forestiers au bout de plus de 30 ans d'études de ces écosystèmes. C'est pour vous dire combien c'est complexe. Mais vous verrez qu'il y a un point sur lequel tous nous pouvons travailler. Et celui-ci, il ne dépend pas de la nature. Alors, c'est quoi globalement, à quoi nous servent, j'ai envie de dire, ces services écosystémiques? Eh bien, l'oxygène produit par la nature, c'est un service qu'elle nous rend. La biomasse produite par les sols, par le travail des animaux domestiques, des animaux pêchés, chassés, etc., c'est des services. Les pollinisateurs, les abeilles, d'où l'importance de laisser toutes vos mauvaises herbes du printemps, c'est des services qui sont rendus par la nature. La production d'humus, l'épuration naturelle des eaux, même si c'est aujourd'hui c'est de plus en plus difficile parce que les eaux sont tellement polluées que nous avons tué les micro-organismes et particulièrement le plastique. Le recyclage permanent des nutriments par les nécromastes, tous ces petits animaux dégueux, les mouches et autres, les vers, etc. Voilà, parce qu'on a l'impression que c'est sale, etc. Ils sont hyper importants parce que ce sont ceux-là qui vont jouer le rôle de nettoyer nos déchets. Les champignons, les bactéries, etc. Eh bien, c'est ça, les services rendus par la nature. Donc, à chaque fois, avant d'écraser une petite bête, même une tique, eh bien, posez-vous la question, quel est son rôle dans l'écosystème? Et si je l'extermine, qu'est-ce que ça déplace comme activité? Alors, notre paradoxe, c'est de savoir tout ça et de ne pas faire ce geste. D'accord? Parce que, eh bien, on a aussi créé, nous, un système de vie qui est différent des fonctionnalités de l'écosystème. Alors, pour vous donner quelques chiffres. Donc ça, ce sont des chiffres pour la France en 2022. Il faut savoir que 2 petits cours d'eau sur 5 sont asséchés entre mai et septembre 2022. Que 2 espèces de papillons de jour sur 3 ont disparu d'au moins un département en France en 2022. Plus de 11 espèces exotiques envahissantes par département tous les 10 ans et particulièrement depuis 2022. Donc c'est pour vous dire que malgré toute cette connaissance, les chiffres ne sont pas bons. On continue. Donc il y a bien là une équation qu'on n'arrive pas à intégrer. La dernière édition de la liste rouge mondiale, publiée en 2021, étudie 142 577 espèces et 40 000 à peu près entre elles sont aujourd'hui menacées, là, à l'instant où je vous parle, contre 27 000 à peu près en 2019. Donc vous voyez que c'est très récent. En 2019 et 2022, on ne s'améliore pas au fait. Et donc, parmi ces espèces, 41% d'amphibiens, 13% d'oiseaux et 26% de mammifères sont aujourd'hui clairement menacés d'extinction à l'échelle mondiale. Donc, il y a
vous avez ici la liste rouge des animaux. Donc, vous voyez, les chiffres sont absolument alarmants. Toutes ces espèces, eh bien, sont en voie de disparition entre 5% pour les amphibiens jusqu'à 34% pour les oiseaux ou les poissons dans différentes régions de la planète. D'accord? 30% de flore vasculaire pour la Réunion, par exemple. D'accord? Donc, voilà, donc globalement aujourd'hui, les espèces sont en voie de disparition. Et c'est aussi ça qui a une influence sur l'augmentation des gaz à effet de serre, ce qu'on appelle aujourd'hui la décarbonation. Alors, évidemment, donc la décarbonation, nous, on dit, OK, bon, on va remplacer juste les énergies fossiles par les énergies propres. Non, tout cela là, il joue un rôle extrêmement important. Donc, il ne faut pas juste se dire, ah ben, on a un problème d'effet de gaz à effet de serre. Bon, ben, on va le remplacer par des énergies propres. Parce que, en créant ces énergies propres, on va aussi créer d'autres filières de déchets. Alors que si on mettait notre focus sur permettre à ces animaux de s'auto-régénérer et de les laisser jouer leur rôle, parce que le rôle des végétaux, c'est quoi? Le rôle des végétaux, c'est la décarbonation. Le rôle des forêts, c'est quoi? Entre autres, ils ont bien d'autres, c'est la décarbonation. Et vous allez voir que l'animal qui joue le rôle le plus extraordinaire à lui tout seul, qui a un puits de décarbonation à lui tout seul, est un animal que nous adorons tous, c'est les baleines. Les baleines, à elles seules, une baleine, à elle seule, est capable de séquestrer plus de 30% d'émissions de carbone en une nuit. C'est 3 fois plus que la forêt amazonienne. Une seule baleine. Et pourtant, les baleines aussi sont en voie d'extinction. Donc, quand on parle des services rendus par la nature, ça ne sert à rien de créer encore des systèmes pour dire on va remplacer cela. Non, on ne remplacera pas cette biodiversité. Nous avons un cadeau énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour maintenir cette biodiversité, pour lui permettre de s'auto-régénérer dans nos jardins, sur notre balcon, dans les océans, à l'échelle de l'ensemble des écosystèmes. D'autres chiffres. Que disent les chiffres? Moi, j'aime beaucoup les chiffres. Eh bien, en 2021, parce que 2021 était une année très spéciale, 2021 a été reconnue l'année de réconciliation avec la nature. Donc, vous voyez, 2019, 2021, nous sommes en 2023. Donc, c'est vraiment des éléments que je vous donne. Et je vous dis tout de suite, vous ne trouverez pas ces chiffres-là nulle part sur Google, parce que ce sont les chiffres sur lesquels nous travaillons quand nous élaborons tous ces grands programmes. Et ça, c'est vraiment le travail que font les bailleurs de fonds. Ensuite, ils travaillent avec les États qui sont signataires des conventions. Et ensuite, les États sont censés appliquer cela et vous allez aussi avoir les chiffres de ce qui va être investi à l'horizon 2030 sur la nature. Maintenant, on va d'abord parler de ce que la nature nous donne. La nature, tous les ans, à travers les services que je vous ai énumérés, elle nous donne 130 milliards de dollars de services rendus chaque année par la nature, offerts cadeaux. Et ça, c'est vraiment une étude qu'avait fait Madame Christine Lagarde et qui avait été présentée au One Summit Planet, et justement pour expliquer, pour montrer ces services rendus par la nature. Avons-nous conscience de cela? Tous les ans, nous gaspillons, sans même nous rendre compte, à travers nos choix d'action sur les écosystèmes, 20 000 milliards sont perdus chaque année. Donc, avant de penser à toutes les stratégies technologiques, c'est pour ça qu'hier, j'ai beaucoup insisté sur la génération frugale, eh bien, l'enjeu, c'est comment on va préserver cette biodiversité qui est actrice de ces services. Nous avons besoin des baleines, des abeilles, des mouches, des vers, des chenilles, des amphibiens, des serpents, de tous ces petits animaux qui
en apparence nous dérangent, mais qui ont un sens, qui jouent un rôle extrêmement important dans les équilibres systémiques et dans les services rendus par la nature. Et les solutions fondées sur la nature, eh bien, ce sont eux, en réalité, qui nous apprennent à en comprendre le sens et à voir comment cela fonctionne avec les différents écosystèmes terrestres, c'est-à-dire et marins, c'est-à-dire leur milieu de vie. Comme nous, on a une maison qui est notre milieu de vie dans un village, eh bien, voilà, la mer, les mers et les océans sont les milieux de vie de ces écosystèmes et les forêts, idem. Et donc, quand on travaille sur un projet, eh bien, moi, j'ai un triptyque, c'est quelle est la biodiversité, comment elle interagit dans ce milieu, quels sont les facteurs systémiques de ce milieu et comment notre projet, il va tout simplement eh bien, être au service de cela. On n'arrive pas dans toutes les stratégies que j'ai mis en place pour la régénération, je n'arrive pas et je dis, OK, on a besoin de quoi il faut créer 30 000 emplois, OK, on va couper ici, puis on replantera juste à côté. Non, 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 non. C'est comment on va travailler avec ce qui existe pour créer quelque chose qui va être en équilibre, en harmonie. Et là commencent les problèmes. Et là se mettent en place les résistances. Alors, quelles sont les décisions qui ont été prises en 2021 ? Donc, en 2021, tous les États se sont engagés, dont la France, à protéger, à créer, à passer de 15% à 30% d'espaces protégés à l'échelle de la planète. Et quand vous créez, par exemple, un projet dans un lieu, d'accord, c'est important de savoir ce genre de choses. Parce que si votre projet est à proximité ou dans une zone périphérique d'un espace protégé et que vous le concevez d'une certaine manière, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'avantages et d'appuis que n'auront pas des personnes qui vont créer leur projet juste dans une zone lambda. Des fonds vont être débloqués pour la préservation de la nature et donc à l'horizon 2030, rien que sur la Méditerranée, plus de 40 millions de dollars vont être investis dans la préservation de la faune marine. Et globalement à l'échelle de la planète, plus de 170 milliards vont être investis, et ça a déjà commencé, on est aux prémices de ça, sur les solutions fondées sur la nature. Alors vous allez me dire, mais Sabrina, on ne comprend pas un truc, nous, cet argent, on ne le voit jamais, on ne sait pas où il va, comment il est appliqué, etc., etc. Et oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous vous intéressez à ces questions ? En général, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a globalement 3 strates. On a la strate des grands décideurs, que sont les bailleurs, qui sont même au-dessus des États. Et donc ensuite, on a les États, et ça, c'est une autre strate. Ensuite, on a les territoires, les régions, les entreprises. Ça, c'est ce que j'appelle la strate du milieu. Et c'est en général, quand ça arrive ici, que ça bloque. Et ensuite, on a, eh bien, tous ceux qui vont être, et que j'appelle les peuples autochtones. C'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment ce qui a changé ma vision des choses, en fait. Qui ont juste cette conscience intuitive, qui sont pour moi les véritables gardiens de la planète, qui vont juste travailler sur cette relation systémique, parce qu'ils sont restés dans une unité très spéciale à laquelle je vais arriver. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, OK, si je mettais en connexion ces deux parties-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est l'expérience qu'on a fait dans les oasis. Et là, waouh! Et c'est exactement ce sur quoi je vais travailler dans les 5 ans qui viennent. Pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous? Parce que dans mon travail au quotidien, je dois traverser des couches et des couches et des couches et des couches et des couches de résistance. Cela m'a épuisée. J'ai fait plusieurs dépressions parce que je ne comprenais pas pourquoi on n'y arrivait pas. Et un jour, je me dis, mais peut-être que tu ne regardes pas au bon endroit. Et j'ai commencé à regarder, non pas seulement avec ma vision de scientifique, mais j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se passait dans mon corps, qu'est-ce que je devais moi changer. Pourquoi tous ces peuples avec qui je passais un temps
incroyables dans mes déserts et dans mes forêts, avec qui j'étais bien, bah, finalement, euh, les choses se passaient dans le silence, dans l'intuition, dans une autre forme de langage. Et je voyais bien que ce langage, en revanche, c'était aussi le langage de la nature. Donc les gens, ils me disent « Ah, mais j'étais dans la forêt, elle m'a dit », ça m'amuse toujours beaucoup parce que le véritable langage de la nature, c'est le silence. Et il est très difficile de connecter le silence quand à l'intérieur, on a du bruit. Et donc, j'ai commencé à regarder le bruit qu'il y avait à l'intérieur de moi, de tous les schémas, de tous les concepts, de tout ce que j'avais appris pendant 11 années d'études supérieures. C'est difficile de remettre ça en question quand vous avez traversé toutes les étapes, que vous avez, waouh, c'était juste ça, il fallait y arriver, il fallait être dans tel labo, dans tel ceci, dans... Et là, d'un coup, tout ça, ça doit être remis en question pour se dire, finalement, c'est peut-être pas ça. Oui, il faut du courage. Oui, ce que nous traversons nous demande des choix pas simples. Mais oui, qu'est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que j'aime voir les gens arriver avec plein de certitudes et rentrer dans cette démarche, dans cet écosystème. Éco-entrepreneur 5.0, c'est ça au fait. C'est qu'on est au cœur de l'éco-entrepreneuriat et de la structure projet régénératif, mais en même temps, on va travailler sur cette part-là de nous. Le 5.0, oui, c'est le 5e élément et c'est nous. Et au fait, c'est ça qui nous manque dans notre compréhension du vivant. Et le jour où on intègre ça, eh bien, il commence à se passer des choses absolument incroyables. Et l'autre chose que nous avons pu constater, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je reviens quasiment sur les plus grands programmes régénératifs, c'est que quand vous construisez comme ça, vous construisez sur le long terme. On fait du développement durable, mais dans le sens durabilité à long terme. Ce que nous avons mis en place dans les oasis ou ce que nous avons mis en place dans certaines aires protégées comme le banc d'Arguin, qui est aujourd'hui l'un des parcs nationaux qui est reconnu à l'échelle de toute la planète, qui est même, c'est le seul qui est protégé par une fondation, la FIBA, d'accord, parce que c'est un des rares écosystèmes avec l'une des biodiversités les plus impressionnantes. Le banc d'Arguin, sur l'ensemble de la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est plus de 60% de la biodiversité, exactement comme le Costa Rica, parce qu'il a fait un choix très particulier qui est celui de... C'est le seul pays qui n'a pas d'armes, qui n'a pas d'armée, parce qu'il a investi dans l'environnement. Le Costa Rica, à lui tout seul, représente 5% de la biodiversité mondiale. Et bien sûr, en France, nous avons des territoires qui représentent aussi à eux plus de 60% de la biodiversité terrestre marine. Ce sont donc les outre-mer. Donc voilà, il y a aussi comme ça des territoires qui, à eux seuls, sont des enjeux. Bah, si on les maintient, eh bien, on peut maintenir un équilibre systémique entre les territoires qui détruisent, etc. Alors, quel est notre rôle, nous, là-dedans? Qu'est-ce que l'on peut faire à travers nos petits projets? Suivez bien ce qui arrive, vous allez le découvrir. Et je reviendrai à vos questions. Revenons à ceci. Alors, hein, vous avez compris, donc je continue à faire mon travail de chercheur, mais différemment, en allant regarder dans plein d'espaces différents. Qu'est-ce que la nature dit de nous? Et c'est ça, au fait. Et si les choses arrivaient pour nous, là, en ce moment? Et moi, aujourd'hui, à chaque fois que je vis une citation, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit, au fait? Qu'est-ce qu'elle essaye de me transmettre dans ce qu'elle met en place? Rappelez-vous une chose, la nature, elle est. Donc, elle va créer une situation pour vous permettre de traverser ce que vous avez à traverser. Donc, c'est ce que je vous disais. Et donc, je me suis posé toutes ces questions. D'où vient le décalage entre le langage de la nature et le nôtre? Pourquoi est-ce qu'on a peur du changement? Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'inconnu? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il faut changer, c'est difficile pour nous? Pourquoi on a peur de dépenser notre argent? Pourquoi on s'accroche finalement à toutes ces choses qui, globalement,
détruisent ce dont nous allons le plus avoir besoin, la biodiversité, la nature, notre planète. Et pour l'instant, on n'en a pas d'autres. Et on peut toujours aller voir ce qui se passe dans les autres planètes. Il n'y a pas les conditions de vie pour permettre à notre espèce, peut-être qu'il y a d'autres espèces, nous ne sommes pas les seuls dans l'univers, mais en tout cas, on n'a pas les conditions pour vivre dans une autre planète. Et puis franchement, si pour aller dans les autres planètes, puis y amener les mêmes conneries parce qu'on n'a toujours pas changé, bonjour la situation. Donc, je me suis dit, comment être à sa place au cœur du vivant? Et pour moi, aujourd'hui, la clé, et je dis bien la clé, c'est pas une question juste de moyens, puisque vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de moyens, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, d'accord? Ce n'est pas une question de connaissance, parce que nous avons les outils pour avoir la connaissance. Je crois que la phrase de Rabelais est extrêmement juste. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je crois que finalement, c'est de cela dont il s'agit. Donc, pour moi, aujourd'hui, la question, c'est notre écologie intérieure. C'est changer de conscience. Et arrêter de dire, oh, j'en ai marre de subir tout ça. Et de se dire, et si cela arrivait pour moi? À partir de là, commence une autre histoire. Alors, hier, on a parlé des qualités fonctionnelles de l'éco-entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler de cette partie énergétique qui nous permet d'être connectés à cet univers qui nous rend des services inestimables et qui ne parle pas notre langage. Avez-vous déjà imaginé une chose? Un jour, je regardais les animaux, puisque j'ai quand même la chance d'aller dans des endroits hyper beaux à l'échelle de la planète encore. Je vis dans le parc national de Porquerolles. Et au fait, je me dis finalement, et si tous ces animaux parlaient des langues différentes, comme nous, d'accord? On parle le chinois, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'hébreu. Si vous voulez parler avec tous ces gens, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez les comprendre, soit vous apprenez leur langue, soit on a décidé que globalement, l'anglais était aujourd'hui la langue universelle. Tout le monde parle anglais, donc on se comprend. Et c'est pareil pour moi. Les baleines, les dauphins, les abeilles, les goélands et que sais-je, parlent une langue différente. Et donc, si je n'apprends pas cette langue, comment est-ce que je peux communiquer avec eux? Mais alors, c'est quoi les codes? On sait comment fonctionne dans une cellule, dans un laboratoire, et Dieu sait que je passais du temps dans des laboratoires, laboratoire de l'écologie systémique, laboratoire d'écologie fondamentale, au Muséum d'histoire naturelle à l'époque où j'étais entomologiste, et je décortiquais, oui, bien sûr, je l'ai fait, tous ces insectes. Mais en même temps, j'étais constamment dans cette interrogation de mais où va toute cette énergie? Qu'est-ce qui se passe après? Mais en réalité, c'était parce qu'il y avait aussi cette part en moi qui poussait, qui poussait, qui poussait. Et la réponse, je ne l'ai trouvée dans aucun labo. La réponse, je l'ai trouvée sur le terrain. Parce que pendant 15 ans, non-stop, j'étais et je vivais constamment dans la nature, peu importe l'endroit. Et ça a été vraiment avec les peuples nomades, avec les peuples autochtones et avec les peuples en racine. Où là, j'ai vraiment ouvert mon esprit, mon cœur et mon être à autre chose. Je ne dis pas que ça a été facile, ça a bousculé tous mes schémas, tous mes fondamentaux, mais ça répondait aux questions que je me posais depuis l'âge de 9 ans. Et donc, j'ai envie de dire, c'est quoi cet entrepreneur connecté? Pour moi, aujourd'hui, le 5.0 commence par la connexion. Et cette connexion, elle n'est pas juste dans la tête, elle est vraiment dans le cœur. Mais est-ce qu'on nous a appris à l'école à aimer? Non, on nous a appris à penser. Et là, d'un coup, il faut apprendre à aimer. Et pas aimer, je t'aime aujourd'hui, puis je te rejette demain parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'intérêt mutuel. C'est du mutual benefit. Tant qu'on a un mutuel bénéfice ensemble, on y est. Le jour où on n'en a plus, ciao, au revoir. D'accord? Donc, ce n'est pas ça non plus la nature. Et donc, ça commence par l'ancrage, l'alignement et l'énergie. Votre AAAE.
pour être connecté. Et à travers quoi on se connecte? Certainement pas, encore une fois, à travers notre schéma de pensée. En allant chercher les 4 éléments en vous, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et croyez-moi, aujourd'hui, quand je vois des personnes, je sais quel est l'élément qui est dominant chez cette personne. Et donc, je travaille sur l'ensemble. Ok, il y a ce que la pensée a besoin, mais il y a aussi ce que cette personne, ce que cet être va choisir comme métier, comme posture, etc. Quand on travaille avec un décideur, quand on travaille avec un technicien, quand on travaille avec un ingénieur, avec un entrepreneur, eh bien déjà, il y a un format. Et ce format, il est aussi basé sur la planète Terre en vous, au fait. Et comment elle s'exprime en nous? Eh bien, d'abord par les 4 éléments. Qu'est-ce que le feu dit de vous? Qu'est-ce que la terre dit de vous? Qu'est-ce que l'eau dit de vous? Qu'est-ce que l'air dit de vous? Et là, je vous propose un exercice dans cet atelier. Quel est votre élément majeur? Et l'idée, c'est qu'on a constamment un élément majeur qui va nous accompagner à des périodes différentes de notre vie, mais l'objectif, c'est de les équilibrer. Et le jour où nous équilibrerons ces 4 éléments en nous, nous pourrons alors vivre en harmonie avec les cycles du vivant et de la nature, et les milieux, et là je parle bien des milieux, pourront retrouver un équilibre qui repermettra à la faune sauvage de jouer son rôle. En ce moment, je ne sais pas si vous remarquez, mais les grands mammifères marins se rapprochent de plus en plus de nos côtes. Alors, c'est super, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rencontrer un dauphin en vous baignant pas très loin. Mais en réalité, moi, c'est un indicateur qui m'inquiète. Parce que si cette faune arrive jusque nous, c'est pour une raison. C'est pour venir chercher des aliments qu'elle ne trouve plus dans les profondeurs marines. Donc, les écosystèmes marins commencent sérieusement à s'appauvrir. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous voyez? Donc, c'est aussi comme ça, au fait. Ce diagnostic-là, on ne le fait pas tout de suite. On ne le voit pas tout de suite. On ne voit pas ce qui se passe en dessous de l'iceberg. Et c'est ce qui se passe en dessous de l'iceberg qui est aussi important dans nos vies et dans la nature. Le feu, alors je vous dis ce que c'est. Dans cette vision-là de l'écosystème, évidemment, aujourd'hui, vous avez plein de visions autour des 4 éléments, etc. Mais moi, vraiment, je vous donne l'expérience et l'expertise en lien, et puis surtout, vraiment, c'est la connexion avec ce que je vis au quotidien avec la nature, selon ce qu'elle, finalement, m'enseigne et me transmet, parce que c'est vraiment mon plus grand maître. Le feu, c'est la création, c'est, je vais revenir ici, dans votre projet, par exemple, il va vous apporter l'engagement, la détermination, la puissance, la création. L'eau, donc c'est votre plein potentiel intérieur, c'est plus l'expansion, le déploiement. Elle va se référer à votre verbe, à votre capacité à connecter une communauté, à créer une communauté. La terre, c'est cette partie confiance, sérénité en soi, ancrage, vos racines, votre environnement. Et l'air, c'est l'observation, c'est l'analyse, c'est votre capacité à vous détacher de situations, de prendre de la hauteur. C'est vraiment toute la partie qui va se référer à votre psychologie et à votre vision. Quel est l'élément le plus dominant chez vous à ce stade, là où vous êtes? Parce qu'en fonction de cet élément, on va interagir différemment avec le 3e point qui sont les cycles de vie. Comment est-ce que je peux m'intégrer dans ces cycles? C'est quoi la partie de moi qui doit changer? Déjà, au lieu d'être constamment en résistance, est-ce que je ne peux pas plutôt être dans l'ouverture et dans l'acceptation et ensuite transmuter et transformer? Ah, c'est une autre démarche. Et ensuite, intérioriser pour m'expanser et externaliser. Et enfin, comprendre que dans le cycle du projet, constamment, j'ai une phase de déconstruction qui est nécessaire pour l'apprentissage, qui est nécessaire pour la reconstruction. Exactement comme fonctionne la nature selon les 4 saisons, en fait. L'humus est nécessaire pour reconstruire la terre pour le printemps.
Quatrième point qui est pour moi essentiel, et ça c'est vraiment la clé, c'est la première loi de la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, mais c'est aussi une loi énergétique, et c'est l'alchimie. Et l'alchimie la plus puissante, c'est l'alchimie de l'eau et du feu, et c'est pour cette raison que j'ai créé un cycle de stage et d'immersion unique, qui est le cycle de l'eau, qui a lieu uniquement en hiver, et où on travaille donc dans des eaux froides. Moi, je suis quelqu'un qui se baigne 365 jours dans l'année et je me suis baignée dans des eaux jusqu'à 4 degrés et je me porte très très bien parce que eh bien, cette balance alchimique eh bien, permet de faire que les polarités les plus opposées, elles ne s'opposent plus, elles s'épousent et elles coqueraient ensemble. Et c'est ça aussi, au fait. Comment est-ce qu'on pourrait recréer de la bonne terre sans d'humus, sans engrais, sans fumier? C'est juste pas possible. Donc, finalement, comment on va passer de cet infiniment grand à cet infiniment petit? C'est quoi notre dénominateur commun? Où commence toute notre histoire et où revient la clé de ce que nous vivons? Eh bien, c'est le niveau cellulaire. Revenir à soi, c'est-à-dire ce qui nous lie à la nature, ce n'est pas notre connaissance, c'est notre vibration. Ce que la nature entend de nous, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est ce que nous vibrons. Et à partir du moment où on a conscience de notre vibration, où l'on sait travailler avec notre état vibratoire, voir où l'on vibre ce qu'elle vibre, à partir de là commence une nouvelle aventure. Et c'est là où commence vraiment le processus de co-création. Et lorsque, en plus de ça, eh bien, vous connaissez les stratégies et les solutions que elle va mettre, et en plus de ça, eh bien, vous arrivez à avoir une vraie structure projet. Et en plus de ça, vous arrivez à mettre l'argent au service de ce qui vous tient à cœur, eh bien, on transforme les déserts en oasis. Et c'est vraiment tout ça, au fait, que j'ai mis en place dans l'accompagnement Éco-entrepreneur 5.0 et dans les 3 bootcamps qui vont démarrer à partir de septembre 2023, le bootcamp Terre. Et donc, pendant le bootcamp Terre, c'est le bootcamp qui dure le plus longtemps parce qu'il va durer 5 jours. Je vous emmène dans un endroit où il y a nous, Dieu, la nature, et on est vraiment dans une immersion comme celle que moi je vis quand je suis dans mes projets. Et l'idée, c'est vraiment de construire tout ça ensemble en partant de vous. Et ce n'est pas quelque chose que vous allez vivre intellectuellement, c'est quelque chose que vous allez vivre à l'intérieur de vous. Et vous pouvez me croire, c'est une expérience unique. Je vous partagerai un peu plus là-dessus demain. Le deuxième bootcamp, c'est le bootcamp mère où vous allez expérimenter justement c'est quoi notre PPDC commun, c'est-à-dire la cellule, et comment on va travailler sur ce processus alchimique de transmutation. Et bien là, c'est l'élément eau. Et enfin, le troisième bootcamp, c'est le bootcamp argent, d'accord, où on va vraiment apprendre à travailler avec eh bien, toute cette abondance de la nature, mais aussi mettre l'argent au service de notre projet. Et donc, à chaque fois, vous aurez à la fois la structure projet et une structure projet qui est bankable, parce que finalement, c'est ce que je sais faire et c'est ce que je vous transmets. Et en même temps, eh bien, nous allons aussi aller regarder et aller travailler sur votre écologie intérieure pour que vos projets soient viables à long terme, qu'ils soient inspirants, mais pas que, qu'ils soient duplicables, que demain, vous puissiez devenir ce phare dans la tempête actuelle et que chacun dans son projet va pouvoir amener un territoire entier. Parce que quand on agit aussi à ce niveau-là, eh bien, tout bouge à l'extérieur de vous et vous arrêtez d'être celui qui va tout le temps chercher. Je sais que c'est ce qu'on vous dit tout le temps aujourd'hui en marketing, vous devez courir après vos clients, vous devez courir après ci, alors que c'est l'inverse, au fait. Quand vous devenez ce chêne ou ce que vous voulez, ou ce hêtre, ou ce palmier, ou ce figuier, ou ce que vous voulez,
c'est-à-dire que vous êtes enraciné et en même temps connecté, eh bien, c'est tout l'inverse. Les choses viennent à vous, au fait. Vous devenez le milieu, comme l'écosystème pour la faune sauvage. Et autour de vous se met en place toute une biodiversité. Mais j'ai conscience aussi que ce n'est pas simple de le faire parce que c'est l'exercice dans lequel je travaille au quotidien, que ce soit avec mes clients ou que ce soit sur les programmes que je mène. Mais en même temps, eh bien, quand on travaille avec la nature, il se passe des choses qui n'étaient pas prévues aussi. Et c'est ça aussi l'importance d'accepter l'inconnu, c'est d'accepter de laisser la place à l'univers, de laisser la place à la nature, de laisser la place à l'écosystème de faire son travail. Et ça, c'est ce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on est convaincu que l'on sait mieux qu'elle, parce qu'on a une connaissance juste de l'écosystème. Et c'est à cause de cela que nous avons emmené notre planète à là où elle est, malgré les milliards dépassés, malgré les solutions amenées, malgré les stratégies. Parce qu'on a du mal à accueillir cette part invisible qui ne dépend pas de notre cerveau, mais qui dépend de la vibration de notre cellule. Mais lorsque nous apprenons à mettre cela dans cette balance alchimique, dans cet équilibre, alors nous commençons à co-créer avec le vivant. Et alors commence une toute autre aventure, en fait. Et du coup, ce qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est tous les bénéfices secondaires sur notre vie, sur notre qualité de vie, j'ai envie de dire, sur la qualité de nos projets qui agissent. Et moi, aujourd'hui, personnellement, c'est ce que je souhaite transmettre aux gens avec qui je travaille. C'est ce que je souhaite mettre en place sur les programmes avec lesquels je travaille. Et c'est ce que j'ai à cœur, en tout cas dans les années qui viennent, c'est de connecter ces univers et mettre les moyens nécessaires, dont les moyens financiers, pour recréer à nouveau ces écosystèmes régénératifs et contribuer donc à travailler justement à arriver à protéger 30% de la planète parce que dans la balance alchimique, certaines équations pourront passer pour l'avenir. Donc, rien n'est perdu au fait. Cette situation n'est pas irréversible. Cette situation peut nous permettre justement d'évoluer vers la plus belle part de notre humanité. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que tous les matins, je me réveille pour me dire, OK, continuons. Qui va être la prochaine personne avec qui je vais pouvoir travailler? C'est pour ça aussi que les cohortes, donc les groupes, quand j'ouvre un espace, voilà, on n'est pas 40, on n'est pas 30, on est 15 personnes et je ne prendrai que 15 personnes dans l'année parce que vous l'avez compris, hein, c'est avec moi que vous allez travailler, c'est moi qui vous accompagne, c'est je transmets ce que l'on m'a transmis. Voilà, c'est vraiment de l'ordre de la transmission. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas de l'ordre de l'enseignement. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'enseignants. J'ai eu des maîtres et les maîtres vous transmettent et les maîtres créent des maîtres, au fait. Et globalement, ça donne ça, au fait. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut apprendre, si on veut te renseigner, les amis, vous allez sur Google et vous allez trouver plein de choses. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous ne le trouverez pas sur Google parce que je vous partage à hauteur de ce que je peux vous partager des éléments pour que vous compreniez pourquoi nous avons la sensation de subir des choses. Parce qu'on n'a pas une vision d'ensemble. Et même si vous avez un tout petit projet au fin fond des Alpes, au fin fond de la forêt amazonienne, au fin fond de où que vous soyez, c'est important d'avoir cette vision globale parce que vous allez pouvoir, dans ce que vous allez faire, dans vos micro-pratiques de votre projet, rayonner à un niveau beaucoup plus grand. Mais aussi, ce niveau beaucoup plus grand ne dépend pas uniquement de votre travail, il va dépendre du milieu, donc écologique, que vous allez choisir pour agir. Et le plus important, c'est de trouver votre axe là-dedans. Et ensuite, c'est de structurer un projet que le milieu va comprendre
va entendre et qui va lui permettre de s'auto-régénérer. Et c'est ça qui va travailler pour vous. Faites un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. Ce n'est pas juste une phrase comme ça, c'est une réalité. C'est une réalité alchimique, c'est une réalité consciente et c'est une réalité économique. Quand on crée des filières agroécologiques et que derrière, il y a des centaines d'emplois régénératifs qui sont mis en place, on crée de réelles économies. Mais ce sont des économies régénératives et non des économies qui vont juste consommer et remplacer. Tout ce que nous détruisons dans la nature, c'est difficile de le remplacer. Surtout quand on crée des écosystèmes qui vont se calquer sur. Alors que tout ce que nous permettrons de se régénérer, eh bien, sera démultiplié. Rappelez-vous, 130 000 milliards de dollars. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais nous n'avons absolument pas conscience. Et c'est le chiffre sur lequel je vais finir ce deuxième atelier. Demain, je vous retrouve pour un troisième atelier à 13 h et une masterclass à 20 h. Et nous finirons donc ce cycle d'ateliers. Après cela, eh bien, je repars sur le terrain pour créer ce que je vous partage. Que feriez-vous avec 130 000 milliards de dollars de services rendus par la nature? Et à quel niveau aimeriez-vous commencer votre travail? Vous voulez créer un lieu de bien-être? Vous voulez créer un écologe? Vous voulez créer un itinéraire? Vous voulez juste transmettre vos dons? Par où commencer? Par où aimeriez-vous commencer? Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. J'ai encore plein de pépites à vous partager et ce n'est que le début de notre aventure. Alors, je vais quand même lire, je ne sais pas qui. 1, terre. 2, feu. 3, air. Stéphanie, terre, feu, air, F-O. C'est beau ça. Alors, eh bien, ceux qui sont et qui pensent qu'ils ne sont que terre, par exemple, eh bien, je vous invite de plus en plus d'équilibrer la terre avec l'eau. Mettez plus d'eau, mais dans votre vie. Et vous allez voir que, parce qu'en général, terre, on a toujours besoin de beaucoup de sécurité, beaucoup voilà, d'un ancrage à la famille, etc. Et donc, si vous mettez de l'eau, vous allez commencer à vous ouvrir à autre chose et donc à des espaces où, en apparence, vous serez en insécurité, mais vous en avez besoin pour évoluer vers autre chose. Feu, eh bien, je vous invite aussi à mettre de l'eau, c'est-à-dire à équilibrer avec l'élément le plus puissant que le feu. Et donc, ça va vous permettre d'aller davantage sur de l'ancrage que d'être sur « je fonce, je me fais mal » et après, je me dis « waouh, comment est-ce que je pourrais ralentir ?» L'air, eh bien, là, c'est l'inverse. C'est que vous êtes beaucoup dans des sphères supérieures et que vous avez du mal à incarner ou à voir que les choses s'incarnent dans votre vie. Vous pourrez me dire si c'est oui ou si je me trompe, hein. Mais en général, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il faut à l'air? Il lui faut de l'ancrage. Donc, revenez à la terre. Et donc, après, comment on travaille concrètement? Comment on amène ça dans notre vie au quotidien? Sans passer par notre intellect. Rappelez-vous, c'est un travail que vous faites dans votre corps. Ça, c'est ce que vous apprendrez dans les bootcamps terre, mer et argent, et aussi lors du prochain voyage, donc en février 2024, dans les oasis. Voilà, et bien écoutez, belle journée à vous. Donc pour les replays, vous savez que vous le retrouvez dans le groupe Facebook pour ceux qui sont dans le groupe et dans votre boîte mail pour ceux qui se sont inscrits aux ateliers fondés sur la nature. Je vous remercie d'être présent. N'hésitez pas à me partager dans le groupe, voilà, ce que je vous dis, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous donne comme vision, en quoi cela consiste-t-il? Je serais ravie d'en savoir un peu plus sur vous. Et je vous dis à très bientôt, à demain. Merci beaucoup, merci Sabrina donc pour cette belle thématique de sens et bon sens. Merci infiniment.
Merci Sabrina pour ce partage, vous êtes tellement inspirante. Merci beaucoup. Voilà, mais j'espère qu'on ira plus loin que l'inspiration et que je pourrai aussi vous transmettre comment à votre tour agir et mettre en place cela dans vos projets au quotidien. D'accord? Rappelez-vous, tout ce qui est dans l'infiniment grand est aussi dans l'infiniment petit. Et tout cela se connecte à un seul et même point qui nous unit tous, c'est notre cellule, notre ADN, notre ARN. Belle journée à tous et à demain.